le brouillage des frontières de l'entreprise. Le fait que ça devienne de plus en plus difficile de savoir ce qui se trouve à l'intérieur ou à l'extérieur des frontières de l'entreprise, tant s'agissant de personnes, de propriétés, de processus de production, de projets, etc. L'entreprise travaille dans une forme de réseau assez polymorphe de coopération, de concurrence, de partenariat, de lien avec ses clients ou avec des forces de travail. Et ça a évidemment énormément de conséquences sur même la nature du contrat de travail, sur la nature de ce qui est produit, sur la propriété, qui sont entre autres décrites ici, même sur les formes d'organisation, comment les gens viennent, comment ils gèrent leurs horaires, etc. Ce qui est compliqué et qui fait que c'est difficile de savoir un peu quel sera le point d'équilibre de ça, c'est que on a à la fois ce phénomène-là, et en même temps, ce qui me frappe quand je regarde aujourd'hui le mouvement des entreprises, c'est que on a en même temps, me semble-t-il, un retour à des formes à l'intérieur des boîtes assez dures, assez verticales, autoritaires, une valorisation par exemple du patron qui s'est tranché dans le vif, un poids des actionnaires qui est extrêmement fort, et il ne faut pas qu'on oublie ça. Il ne faut pas oublier aussi que l'entreprise, c'est une structure qui a vocation à faire du profit, c'est une structure hiérarchique, c'est une structure de pouvoir. C'est une structure qui est certes en coopération, mais aussi en conflit avec toute une série d'autres structures, ses concurrents, mais dans une large mesure les acteurs publics ou tous ceux qui essaient de lui imposer des logiques qui ne sont pas la sienne. Et le point d'équilibre de ça est extrêmement délicat à imaginer. Hein. Là je fous, je ne donne pas une image finie, mais c'est important, me semble-t-il, qu'on n'oublie pas ça, parce que sinon, ce qui n'est pas le cas dans ce que j'ai commencé à lire, mais sinon on raconte rapidement une histoire idéale d'une entreprise où c'est super sympa, on vient quand on veut, on travaille à la mission, on n'a pas d'horaire contraint, tout se fonde sur l'intelligence, etc. Et c'est quand même pas si près de l'expérience quotidienne des gens dans les grandes entreprises. On s'achemine nécessairement vers d'autres formes de partage du pouvoir. Que, par exemple, il y a clairement une relation au consommateur qui, en tout cas dans pas mal de secteurs, change. En tout cas, là où il y a une plasticité du produit. Pas sûr que ce soit aussi vrai que ça quand on fait des yaourts. Mais quand on fait du service, quand on fait du contenu, du logiciel, des trucs qu'on peut bricoler, soit parce que c'est juste des 1 et des 0, soit parce que c'est des trucs qui se démontent, là on est amené à être dans un dialogue et même dans une quasi-contrainte d'ouverture qui n'est pas parce qu'on est gentil, mais qui est parce que si mon produit est vraiment fini et pas touchable, au fond il y a vraisemblablement les 2/3 de la demande qui pourrait s'adresser à lui qui ne trouve pas sa réponse. Et donc là, on est un peu contraint de s'ouvrir à d'autres attitudes. La logique des API ouvertes, des contenus ouverts, en particulier des interfaces de programmation qui permettent à des gens de développer des services et des produits à partir de mes services et mes produits. C'est pas que je les ai mis dans le domaine public quand j'ai fait ça. Les trucs peuvent être des boîtes noires. Mais j'ai dit, voilà les portes, parce que ce dont je suis à peu près sûr, moi par exemple Google avec tous les trucs que je joue, ou Amazon, c'est que moi tout seul, et même avec mes quelques milliers d'employés, je suis capable d'identifier clairement 20, 25, 30% des applications possibles, des trucs que j'ai moi-même inventés. Donc soit je ferme tout, j'ai un contrôle de ce truc-là, ce qui est une stratégie possible et suivie par un certain nombre d'entreprises, soit je me dis, tiens, j'aimerais bien que les 70 restants s'appuient aussi sur mes briques. Et cela, c'est pas en multipliant par 2 ou 3 mes salariés que je vais y arriver. Là, je suis très vite en roulement décroissant, il faut que je trouve ailleurs.
Donc ça existe. Et en même temps, ça existe sur la base d'une qui est extrêmement violente encore maintenant, et pour des bonnes raisons, qui est autour de la propriété de tout ça. Hein. Le modèle de tout ça n'est pas nécessairement le modèle libre. Le modèle ouvert, c'est très différent. On peut être ouvert et super contrôlé, ouvert avec des clés, ouvert avec des droits, avec des passes, avec des conditions, avec des cerbères, etc. Donc voilà, il y a un peu ce premier aspect qui m'intéresse, où il y a plusieurs itinéraires possibles, et probablement d'ailleurs qui cohabiteront entre des entreprises qui jouent foncièrement sur l'ouverture et le désordre, et d'autres qui peuvent cohabiter parce que de temps en temps, justement, un peu comme dans des structures, à l'intérieur de structures, vous avez des gens qui sont les inventeurs, les développeurs, et puis ensuite il y a ceux qui bétonnent derrière. C'est bien tes idées, mais bon, il faut que nous, les gens normaux, on tonne et on gagne nos sous grain de sable par grain de sable. Donc il y a des entreprises qui vont un peu plus s'organiser, qui peut-être, elles, reviendront à des modes, ou resteront des modes assez traditionnels, assez hiérarchiques, fondés essentiellement sur la recherche du moindre coût, de l'efficacité opérationnelle maximale, etc. Donc je pense qu'on pourrait avoir comme ça une espèce de dichotomie peut-être entre des entreprises foncièrement centrées sur l'imaginaire et d'autres foncièrement centrées sur la productivité classique.